Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce Zoom qui intervient dans le cadre de Digital is Future Energy pour parler de l'hydrogène. Alors, je vais juste contextualiser un petit peu en introduction. Donc, je m'appelle Mathilde, je travaille chez Digital 113. Donc, Digital 113, nous sommes un acteur occitan. Je sais qu'on est au-delà des frontières occitanes là avec notre audience du jour. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en deux mots Digital 113. Donc, on est le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Donc, on fédère environ 300 adhérents qui sont donc des acteurs du numérique qui ont leurs entreprises en Occitanie et nous développons toute une synergie d'entreprises et on les accompagne dans leur croissance et dans leur business. Depuis un an maintenant, on a mis en place le programme qui s'appelle Digital is Future. Digital is Future, ça a pour vocation d'accompagner toutes les filières dans leur transformation numérique. Et donc, on travaille dans une logique de saison. Pendant 3 mois, on va adresser une filière et on va mettre en place tout un nombre de formats en présentiel et en distanciel pour réfléchir et participer à leur transformation digitale ou à l'innovation digitale. Donc, vous l'avez bien compris, on est en plein trimestre sur l'énergie. Donc, on est dans le cadre de Digital is Future Énergie. Évidemment, on parle beaucoup d'hydrogène dans le cadre de cette saison. Donc, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique très en vogue qui nous fait beaucoup de promesses. Et donc, aujourd'hui, on vous propose 1 heure de discussion autour de l'hydrogène. Donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quelles infrastructures pour travailler avec? Quels enjeux aussi en région Occitanie? Donc, on va parler de ces sujets avec Benjamin Fèvre de IDEO, donc qui est la cellule spécialisée sur l'hydrogène de Haddock. Il va se présenter mieux que ça, évidemment. Et puis ensuite, on aura par téléphone Jean-Maurice Gimet, le responsable exploitation maintenance chez Dynamix, qui est une filiale du groupe EDF, et qui va nous parler de l'exploitation industrielle de l'hydrogène et de la place du numérique dans celle-ci. Voilà. Donc, Benjamin, je te laisse démarrer, peut-être te présenter et puis partager ton écran. Alors, est-ce que vous me recevez bien? On t'entend très bien. Bon, c'est parfait. Alors, j'ai un support de présentation que je vais vous partager. Donc, ce que je vous propose en termes de règles du jeu, voilà, si vous voulez bien couper vos micros, mais n'hésitez pas à les rallumer pour poser vos questions. Ça se veut vivant et ça se veut être un échange, cette réunion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et je ferai la modératrice pour le chat. Bon, ben, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, Benjamin Fèvre, moi je travaille donc effectivement, comme le disait Mathilde, pour l'agence Haddock, donc l'agence de développement économique de la région Occitanie, en tant que chargé de mission, innovation et filière, sur le sujet de l'hydrogène, donc 100% fléché sur ce sujet-là, qu'on appelle depuis maintenant 4 ans filière du futur, et qui commence donc à prendre de plus en plus forme. Donc, c'est de plus en plus une filière bien actuelle et on en entend très souvent parler, comme tu le disais en introduction. Le but là de cette présentation que je vais vous faire, c'est vraiment de vous sensibiliser sur le sujet, sur la filière dans son ensemble, effectivement, les promesses qu'elle peut tenir et les enjeux finalement qui sont sous-jacents. Et comment, en tout cas, quel est le soutien et quelles sont les solutions d'abord, hydrogène? Quel est le soutien qui est apporté au niveau national? Et enfin, tout le soutien et la structuration qui se fait au niveau régional et finalement, que vous ayez bien conscience de l'ensemble de cet écosystème, qui, on en est persuadé, deviendra, une industrie, d'ici peu de temps. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer par quelques basiques sur l'hydrogène, parce que c'est toujours important d'avoir bien ça en tête et sans ces précisions, c'est difficile de se projeter. Donc d'où vient l'hydrogène? Qu'est-ce que c'est? Et à quoi est-ce qu'il peut servir? Donc déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un gaz. C'est même l'élément chimique le plus petit, le plus simple, hein, composé d'un proton et d'un électron. C'est le plus abondant de l'univers. 75% de la matière, finalement, est composée en partie d'atomes d'hydrogène. Donc, c'est extrêmement abondant à travers l'univers et donc sur notre planète. Et ici, quand on va parler d'hydrogène dans cette présentation, et d'une manière générale, quand on vous parle d'hydrogène, on vous parle de la molécule H2, donc
2 atomes d'hydrogène assemblés. En fait, ça s'appelle du dihydrogène, mais par facilité, on enlève le di et on appelle ça de l'hydrogène. Tout le monde comprend très bien ce que c'est. Donc c'est un, gaz qui est donc non carboné. Il n'y a pas de cellules d'atomes de carbone dessus. Il est rare à l'état naturel. Il existe quelques cavités souterraines, hein, d'hydrogène qui ont été découvertes, notamment au Mali. Il y en a quelques-unes, de par le monde. Ça reste assez rare finalement, bien que la prospection ne soit pas accrue. Donc, il y a peut-être des ressources un peu plus conséquentes. En tout cas, aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Sachez qu'aussi de manière naturelle, étant donné que c'est un gaz très léger, il est plutôt présent, dans la stratosphère, donc peu exploitable. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler d'une source d'énergie et comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, il s'agit d'un vecteur énergétique. Ça veut dire qu'on va utiliser une énergie primaire pour l'extraire d'un élément. Donc, en fonction de l'élément d'où on l'extrait et de l'énergie qu'on va utiliser pour l'extraire, ça va avoir un impact différent. Et c'est là qu'on va avoir les fameux hydrogènes gris, bleu, vert et toutes les couleurs de l'hydrogène qu'on connaît. Aujourd'hui, on ne parle plus en couleurs. Il y a même une réglementation qui est inscrite dans le code de l'énergie avec des appellations qui vont être fonction des émissions de CO2 associées. Donc, on va avoir l'hydrogène carboné quand on a un haut taux de CO2 associé à la production d'hydrogène, un hydrogène bas carbone quand il est très limité et un hydrogène renouvelable quand il est très bas. Vous l'aurez compris, si on extrait l'hydrogène d'hydrocarbures, donc hydro pour hydrogène, carbure pour carbone, comme le charbon, comme le gaz méthane, comme le fuel par exemple, on va avoir d'un côté, on extrait l'hydrogène, de l'autre on rejette du CO2. Donc on va vraiment avoir quelque chose de carboné. Si on l'extrait à partir d'un autre processus qui s'appelle l'électrolyse, qui, avec partir d'électricité, on va casser des molécules d'eau. Cette fois-ci, l'eau, c'est H2O. Donc H pour hydrogène, O pour oxygène. Vous l'aurez compris, si on le sépare en deux, on va extraire de l'hydrogène et rejeter que de l'oxygène. Et tout va dépendre finalement de l'électricité, si on utilise ce processus-là, de l'électricité amont, si elle a été produite à partir de charbon, on ne fait que déplacer le problème. Par contre, si elle est produite à partir d'énergie renouvelable, on va rentrer dans la case hydrogène renouvelable, auparavant appelé hydrogène vert. Voilà, il existe d'autres process que vous voyez sur la droite, notamment l'utilisation de biomasse, qui reste un hydrocarbure, mais avec une origine renouvelable, ou encore des processus biologiques qui utilisent par exemple des algues ou alors capables de casser ces molécules à partir de l'énergie solaire. Donc, retenez bien ce niveau-là et que, en fonction de l'utilisation et de l'origine de l'hydrogène, il va faire sens ou non. Donc, toutes les promesses que tient l'hydrogène, elles n'ont de sens que si cet hydrogène il n'est pas carboné. Sinon, on ne fait que déplacer le problème, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, à quoi est-ce que sert l'hydrogène? Alors, il y a 4 grands usages de l'hydrogène. Tout d'abord, comme matière première dans l'industrie. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le principal usage de l'hydrogène dans le monde. En France, c'est 900 kilotonnes d'hydrogène qui sont produits pour ces usages-là. Donc, il y a déjà un usage massif d'hydrogène pour l'industrie et ça va servir dans des process industriels. Ça va servir, par exemple, pour les raffineries de pétrole, pour désulfurer le pétrole brut, pour fabriquer de l'ammoniac pour la fabrication d'engrais, dans certains fours, dans certaines verreries, également pour faire décoller les fusées. Voilà, c'est 900 kilotonnes qui sont produits par an. Mauvaise nouvelle, c'est très, très, très largement, majoritairement, produit à partir d'hydrocarbures. Donc c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est une grosse source de pollution pour, l'industrie. Par contre, c'est un vrai challenge pour la filière hydrogène de devoir le décarboner en utilisant des process plus propres et moins carbonés. Autre usage possible, c'est pour produire de l'électricité. Donc en fait, on va utiliser une technologie qui est l'inverse de l'électrolyse. Cette fois-ci, on prend de l'hydrogène, on le convertit sous forme d'hydrogène en le faisant passer dans ce qu'on appelle une pile à combustible. Vous verrez souvent marqué PAC pour pile à combustible. Finalement, on va donc produire de l'électricité et on sera capable, d'alimenter, à peu près tout ce qui fonctionne à l'électricité. Donc on peut l'injecter dans le réseau, on peut alimenter un bâtiment, on peut alimenter des groupes électrogènes, on peut alimenter des véhicules électriques, voitures, bus et pourquoi pas, hein, comme c'est des technologies qui ont différents niveaux de puissance, on va pouvoir alimenter, des choses de plus en plus conséquentes et notamment de la mobilité très lourde comme le maritime et pourquoi pas l'aéronautique. C'est des questions qui se posent, aujourd'hui par les grands acteurs de l'aéro. Autre usage, c'est les carburants de synthèse. Cette fois-ci, on va mélanger l'hydrogène à du CO2. Donc du CO2, vous me direz: «Quelle drôle d'idée», mais en fait, il y a tout un enjeu à capter, le CO2 en sortie de cheminée, d'usine ou à capter le CO2 dans l'air
et le mélanger ensuite à de l'hydrogène renouvelable pour en faire un carburant de synthèse. Et finalement, ça va permettre de rentrer dans une boucle d'économie circulaire pour être dans un cycle carbone fermé finalement, où le carbone va être émis, puis récupéré, puis remis, resynthétisé sous forme d'hydrocarbures, etc., etc. On va avoir une boucle fermée. Donc il y a un intérêt à faire ça et finalement aujourd'hui, il y a des technos qui permettent de produire du méthane, par exemple, ce qu'on appelle la méthanation, à ne pas confondre avec la méthanisation. Donc on fabrique du méthane de synthèse à partir d'hydrogène et de CO2. Ou encore, et c'est un des leviers de décarbonation, en tout cas de réduction de l'impact de l'aéronautique, c'est produire du kérosène de synthèse. C'est tout à fait quelque chose qui serait possible à l'avenir. Et enfin, dernière utilisation de l'hydrogène, c'est un combustible. L'hydrogène, ça brûle, c'est capable de brûler. D'ailleurs, c'est le seul combustible non carboné, qui n'est pas un hydrocarbure. Et donc, sa combustion pourrait se substituer à la combustion de certains hydrocarbures gazeux, notamment pour les chaudières, pourquoi pas, pour les cuisinières, pourquoi pas, pour faire décoller les fusées, c'est déjà le cas. Et dans les projets d'avions commerciaux développés par Airbus, c'est ce qui est développé pour des turbines. Donc, c'est bien de la combustion d'hydrogène. Voilà pour les 4 applications pour que vous ayez une idée de comment on le produit et surtout comment on utilise l'hydrogène. Alors, est-ce que c'est des solutions qui existent? Qu'est-ce qui existe? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est commercialisable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, c'est des informations, ça prendrait, je pense, une session entière à vous expliquer tout ce qui existe. Ce que je vous invite à faire et vous voyez ici, il y a l'association France Hydrogène qui a publié, en fin d'année dernière un panorama des solutions hydrogène. Donc je vous invite à aller le consulter sur leur site internet et à consulter, si ça vous intéresse, toutes les publications qu'ils peuvent faire qui sont toujours pertinentes et où vous verrez un peu ce catalogue. Il est assez conséquent, il fait, je crois, une 150aine de pages avec les solutions qui existent pour produire, pour stocker, pour transporter, distribuer et pour utiliser cet hydrogène. Et vous verrez un peu, alors tout n'est pas actuellement déployable, il y a beaucoup de solutions qui sont en développement, mais vous verrez un peu qui fabrique quoi et à quelle échéance on pourrait les déployer. Donc ça, c'est le conseil pour aller plus loin. Je vais faire un petit focus sur la mobilité hydrogène parce que c'est finalement un peu elle qui tire la couverture, en termes de présence dans les médias et je suppose que vous avez surtout entendu parler, de mobilité hydrogène. Donc je vais quand même faire un focus, pour anticiper, les quelques questions. Tout d'abord, un véhicule hydrogène est un véhicule électrique. Donc il fonctionne avec une pile, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que vous voyez là, le schéma en haut à gauche, avec d'un côté de l'hydrogène, de l'autre de l'oxygène qui est présent dans l'air, et on va générer de l'électricité et aussi de la chaleur. Donc là, on a finalement un véhicule électrique et au lieu d'avoir un pack batterie, vous allez avoir, ce qui est sur le petit véhicule en vert, un réservoir et une pile à combustible qui vont générer l'électricité. Donc c'est vraiment un autre moyen de stocker l'énergie. Finalement, ça va également fonctionner avec un moteur électrique, et avec toute la chaîne finalement, de motorisation électrique qui est classique sur les véhicules, qu'on retrouve, aujourd'hui, assez largement sur nos routes. Vous voyez en bas là le petit schéma, alors il n'est pas tout à fait vrai partout. Je vais vous expliquer là où il y a quelques nuances, mais vous voyez, c'est l'évolution de la gamme de véhicules en fonction du temps. Alors il y a des projections jusqu'en 2045-2050, mais là on va s'arrêter à la zone en pointillé pour vous dire un peu où est-ce qu'on en est, là-dessus. Vous avez effectivement les chariots élévateurs, c'est quelque chose qui est mature. Les voitures de taille moyenne, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Alors l'offre n'est pas très élargie et elle est réservée surtout à des flottes intensives, plutôt comme des taxis par exemple, mais en tout cas, elle existe. Des bus, quelque chose qui est aussi largement déployé. Les vannes, alors c'est plutôt des véhicules utilitaires, c'est quelque chose qui existe. Aujourd'hui, les fabricants français se mobilisent, hein. On a Renault et Stellantis qui proposent désormais une gamme de véhicules utilitaires. L'écart, ça, c'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a pris du retard par rapport aux projections qui ont été faites. Par contre, aujourd'hui, on a une solution qui est en train de se développer autour du rétrofit. Le rétrofit, c'est changer un moteur thermique pour le remplacer par un moteur électrique ou donc avec une chaîne hydrogène, pourquoi pas. Les camions, quelque chose qui se développe de plus en plus et qu'on voit arriver, alors pas encore en France, mais en tout cas, c'est le cas en Suisse ou encore en Corée pour le moment. Et vous verrez tout à l'heure qu'on a un gros projet pour en déployer. Les trains déjà déployés en Allemagne et bientôt en France. Et enfin, les navires, pareil, c'est quelque chose qui s'étoffe.
Donc, alors, il y a quelques avantages qui sont très importants sur la mobilité hydrogène. Déjà, les émissions, hein, très faibles, à condition d'avoir un hydrogène décarboné. L'autonomie accrue du véhicule qui va au-delà de ce que peut proposer une batterie, alors les batteries de génération actuelle, j'entends évidemment. Et enfin, un temps de recharge très court. On va avoir en fait en 5 minutes un véhicule léger est rechargé, en une quinzaine de minutes un bus est rechargé. Donc on a des temps de recharge qui sont très proches de ce que les utilisateurs actuels ont l'habitude avec des carburants classiques. Et les points négatifs, bah, c'est qu'il y a un surcoût pour l'instant sur ces véhicules, des véhicules qui sont encore fabriqués en petite série et donc qui ont un coût à l'achat assez important et également un coût à la consommation parce que l'hydrogène est également produit en petite quantité. Donc, tant qu'on n'aura pas un passage à l'échelle, il sera compliqué d'avoir un coût aussi compétitif, bien qu'avec les hausses actuelles que connaissent les carburants, bah, on se rapproche de plus en plus, voire même on est à ISO-coût avec un hydrogène qui n'est pas encore produit massivement. Autre défaut, c'est l'efficacité énergétique. C'est très important d'avoir ça en tête, c'est que vous aurez compris, on a de l'électricité qu'on transforme en hydrogène et qu'on retransforme en électricité. Et en fait, à chaque transformation, on perd un peu d'énergie, ce qu'on appelle les rendements. Et à chaque étape, donc on va perdre un peu, d'énergie et finalement, pour un même usage, si la batterie est capable de le faire, il vaut mieux utiliser la batterie parce qu'il y a pas ces transformations et donc, il y a pas toute cette perte énergétique, qui se fait, généralement sous forme de chaleur. Donc en fait, l'hydrogène, il faut le mettre là où il fait sens et généralement, il fait sens sur la mobilité lourde et les mobilités intensives, donc celles qui ne peuvent pas se permettre, de laisser leur véhicule immobile, pour le recharger, par exemple. Et il y a d'autres Est-ce solutions que, émergentes, hein. juste, Oui. juste Benjamin, on a une petite question, là, je me permets de te couper. Justement, par rapport à ça, l'efficacité énergétique des véhicules, est-ce qu'on peut espérer une amélioration dans l'avenir ou pas? Oui, oui, bien sûr, on peut espérer une amélioration. En fait, aujourd'hui, on utilise des technologies qui sont sur étagère. Ce n'est pas les seules. Il y a différentes technologies de piles et d'électrolyse qui existent. Les technologies échangeuses de protons, il y a les technologies alcalines, les technologies solide oxyde. Pareil, c'est des spécificités que vous pourrez consulter sur le site de France Hydrogène dans le détail. Et chacune vont avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Et non seulement elles vont avoir chacune un niveau d'efficacité énergétique différent, mais en plus, nos laboratoires et les laboratoires dans le monde entier travaillent encore à améliorer cette efficacité. Donc il y a encore une marge, alors elle n'est pas non plus énorme, hein, on ne va pas l'améliorer et être à 100% d'efficacité énergétique, mais en tout cas, il y a beaucoup de travaux qui se font dans ce sens et l'efficacité, il y a encore une marge de progression en tout cas. Donc voilà pour ce sujet-là. En attendant, effectivement, hein, en termes de mobilité, j'entends, pour un trajet où on fait 30 kilomètres le matin, on immobilise son véhicule toute la journée et on fait 30 kilomètres le soir, la batterie, elle fait très, très bien le boulot et il n'y a pas de raison à le substituer à de l'hydrogène. Donc parce qu'on utiliserait plus d'énergie pour faire le même usage. Par contre, un véhicule, qui livre des colis toute la journée, un taxi qui tourne 24 heures sur 24, un camion ou un train, qui a des charges lourdes et qui a besoin d'un volume utile pour le camion, par exemple, là, l'hydrogène, il fait sens. Heu, voilà un peu pour le focus sur la mobilité. Autre focus, c'est sur les infrastructures de production, stockage, distribution. Comme je vous l'ai dit, sur les piles, il existe des piles de différentes tailles. Bah, les électrolyseurs, c'est pareil. Bon, j'ai beaucoup parlé d'électrolyseurs là sur cette diapo, mais sachez qu'il y a d'autres moyens de produire. C'est quand même celui-là aujourd'hui qui est massivement soutenu au niveau national et au niveau, régional et européen. Il existe donc des stations de petite taille, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, qu'on va plutôt appeler stations d'appoint. Elles sont de l'ordre de quelques kilowatts de puissance et elles sont capables de produire 10 kg d'H2 par jour. Donc là, la photo, c'est en Ariège, à Rio de Pelleport, sur un barrage à côté de Pamiers, où vous avez une station qui est capable aujourd'hui d'alimenter des vélos, des voitures, donc pour les besoins de l'entreprise Ondulia et d'un camping à proximité immédiate. Ensuite, en haut à droite, c'est plutôt ce qu'on va appeler un écosystème. Toute la difficulté quand on déploie de l'hydrogène, c'est d'avoir en même temps, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur un réseau existant d'électricité ou de gaz, parce que il y a pas de réseau hydrogène existant, en fait. Donc il faut créer il faut le créer de toutes pièces. Donc il faut déployer conjointement l'infrastructure de production, de distribution et les usages. Hem et donc on appelle ça un écosystème. Donc on a un déploiement et ça, c'est un modèle un peu clé. C'est repris du projet qui est actuellement en fonctionnement à Pau, avec des bus qui sont déployés et qui fonctionnent à l'hydrogène sur une ligne, donc à Pau avec un électrolyseur et un petit site de production que vous voyez ici de l'ordre, du mégawatt de puissance et qui est capable de produire plusieurs centaines de kilogrammes d'hydrogène par jour.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Mais enfin, là, et c'est un peu une tendance qui se fait de plus en plus. On voit des projets d'usines, donc d'usines de production d'hydrogène massive. Donc là, c'est de l'ordre de plusieurs dizaines, voire centaines de mégawatts. Et là, on va produire des tonnes d'hydrogène par jour. L'idée, c'est quoi? C'est de massifier pour proposer un hydrogène donc propre, parce que issu d'une source d'énergétique décarbonée, et en grande quantité pour qu'elle soit compétitive et qu'elle vienne challenger l'hydrogène carboné équivalent ou alors le diesel dans le cas de la mobilité. Et l'intérêt, ce serait d'avoir rentrer dans une logique avec des productions massives centralisées et un réseau de stations aux alentours, des stations d'appoint, mais de distribution uniquement, avec une logistique, soit par camion, vous voyez, c'est le petit picto que j'ai mis, mais demain, on pourrait envisager un réseau d'hydrogénoducs, donc des tuyaux, pardon, qui transportent de l'hydrogène. En tout cas, il y a un grand projet européen qui l'envisage. Voilà pour vous Est-ce donner que une tu, idée. Oui. On a une autre question, pardon, dans le chat de Yann. Il demande qu'en est-il des réseaux de distribution de l'hydrogène en Occitanie? Est-ce que tu vas faire un focus ensuite ou... Oui, 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 j'ai une petite Ok, super. cartographie, c'est la petite cerise sur le gâteau, donc il va falloir être patient, Yann, mais on a effectivement, j'ai effectivement une diapo là-dessus. Ok. Donc les enjeux et le soutien qui est apporté au niveau de la France, bon, vous l'aurez compris, en gros, hein, l'hydrogène, il répond à plusieurs enjeux. Un enjeu énergétique, parce qu'on est capable finalement de stocker. Donc, c'est un vecteur finalement de stockage, l'hydrogène. On va être capable de transformer une énergie. Eh ben, le gros défaut des énergies renouvelables, on en parlait quasiment tous les jours, c'est qu'elle est intermittente. Donc, il y a des périodes où elle produit massivement et des périodes où elle ne produit pas du tout. Et l'idée, c'est d'être capable d'apporter une flexibilité. Et quand on est sur une période de surproduction par rapport à la consommation, eh ben, ce surplus, ce serait un moyen aussi de connecter ces électrolyseurs au réseau et de produire de l'hydrogène pour le restituer sur les phases où on a un gros besoin énergétique et une production faible. Donc, c'est un moyen, donc c'est un vrai service énergétique. Deuxième enjeu, hein, d'un point de vue environnemental et de qualité de l'air, l'hydrogène, il va permettre de substituer à pas mal d'usages carbonés que l'électricité seule n'est pas capable de décarboner. Je pense à l'industrie, je pense à certaines mobilités, je pense à certains réseaux aussi, le réseau de gaz notamment. Donc c'est un vrai service en termes de qualité de l'air. Et vous voyez dans les objectifs, là, je saute un peu des étapes, mais à terme, en tout cas, c'est les projections au niveau du plan national hydrogène. En 2030, c'est 6 millions de tonnes de CO2 évitées par an, si on suit les objectifs. C'est l'équivalent des émissions de CO2 de la ville de Paris, par exemple. Et enfin, dernier enjeu, c'est un enjeu industriel et économique, c'est qu'en fait, la France, et l'Occitanie d'ailleurs aussi, ont le potentiel pour avoir une vraie valeur ajoutée économique en termes d'emploi, de chiffre d'affaires, avec des vrais champions industriels et finalement encore une place à prendre sur la scène internationale et sur le marché de l'hydrogène international. C'est quelque chose où aujourd'hui, la plupart des pays sont au même niveau, sont à égalité. Il y en a certains qui ont une certaine avance, mais elle est encore rattrapable. C'est le cas par exemple du Japon ou encore du Canada ou de l'Allemagne, qui sont des pays qui sont, ou la Corée, qui sont les pays les plus réputés comme étant avancés. Mais nous, avec notre ambition et certains projets et champions, et on en a en Occitanie, je vous les citerai tout à l'heure, on a le potentiel pour avoir une place justement et pas répéter les erreurs qu'on a pu faire dans d'autres filières comme le photovoltaïque ou les batteries et où la valeur ajoutée elle s'est fait majoritairement en Asie ou en Amérique. Donc voilà pour les enjeux et les moyens aujourd'hui qui sont mis en place. Donc on a un plan qui est doté d'un budget au-delà de 9 milliards d'euros, donc équivalent à celui qui est déployé actuellement en Allemagne, qui est dispatché entre les deux plans France Relance et France 2030. L'objectif, c'est déployer des grosses capacités d'ici 2030 d'électrolyse, créer de l'emploi, vous voyez, plus de 100 000 emplois, décarboner l'industrie, le transport, et vous voyez un peu en termes d'objectifs, c'est d'avoir plus de 300 000 véhicules légers, 5 000 véhicules lourds, 250 trains, 1000 bateaux et un réseau de 1000 stations contre 40 aujourd'hui. Voilà pour les enjeux au niveau national. Ensuite, au niveau régional, en Occitanie, donc on n'est pas en reste là-dessus et ça fait, depuis maintenant, 2016, donc plusieurs années, hein, qu'on traite du sujet, hydrogène. Auparavant, on s'était doté d'une étude pour voir le potentiel et le potentiel, il est, multiple. On a le potentiel pour produire de l'hydrogène parce qu'on est une région avec, beaucoup de ressources d'énergie, renouvelables. On a même l'ambition de devenir un territoire
à énergie positive avec une forte ambition sur cette production renouvelable, donc la capacité potentiellement à produire de l'hydrogène en grande quantité sur notre territoire. On a également un panel d'entreprises, de laboratoires, d'acteurs institutionnels qui traitent du sujet et qui sont des acteurs précurseurs. Donc, on s'est rendu compte au travers de cette étude qu'il y avait un besoin à les faire se rencontrer, à sensibiliser, à élargir le cercle de ces acteurs. Et on a créé pour ça, en 2018, un outil d'animation qui s'appelle IDEO et dont aujourd'hui je suis le coordinateur. Donc ça fait maintenant 4 ans et on a toute une communauté finalement hydrogène qui gravite autour de cette animation avec des projets, avec des animations et typiquement des opérations de sensibilisation comme on est en train de faire aujourd'hui, mais d'autres du B2B ou en fonction des sujets aussi un peu stratégiques. Voilà pour l'outil d'animation. On a, fort de cette structuration, en 2019, la région, elle a lancé un plan de soutien à la filière doté d'un budget de 150 millions d'euros sur 10 ans. Il faut savoir qu'à l'époque, au niveau national, il y avait 100 millions d'euros engagés sur l'hydrogène. Donc, on allait même au-delà de ce que faisait le national. Vous l'avez vu dans la diapo précédente, ils se sont largement rattrapés et c'est à la hauteur de l'ambition. Mais à l'époque et encore aujourd'hui, on est, en tout cas, la feuille de route et la stratégie hydrogène avec un budget à l'échelle d'une région la mieux dotée. Donc, c'est un budget qui a vocation à soutenir l'amont comme l'aval, donc le développement des technologies hydrogène et leur déploiement. L'idée aussi, c'est de structurer et d'engager des projets d'envergure. Et également, et c'est un dernier point qui a été ajouté il y a 1 an et demi, 2 ans même, c'est l'anticipation des besoins en compétences et métiers qui finalement, la région a une carte à jouer là-dessus. Et vous avez quelques objectifs en 2030 avec un nombre de stations, un nombre d'unités de production massive, un nombre de véhicules soutenus et également l'acquisition de 3 trains à hydrogène sur la ligne Toulouse-Montrégeau-Luchon. À noter aussi que on a lancé en 2021 le pôle Rio. Donc c'est un pôle de recherche qui réunit 22 acteurs académiques et qui sont soutenus par la région pour lancer des travaux amont pour développer l'hydrogène, en tout cas les technos et les solutions hydrogène de demain. Quelques projets régionaux. Je vais essayer d'aller vite parce que je vois que le temps file. Mais Oui, quelques merci. projets, ouais, quelques projets régionaux dans lesquels la région elle est engagée. Donc je l'ai dit, 3 trains sur la ligne Toulouse-Montrégeau-Luchon. Également la direction de la mer de la région qui a engagé ses équipes d'ingénierie maritime dans le développement d'une drague qui serait capable de fonctionner à l'hydrogène, mise en service 2023. Le rétrofit de 15 autocars par les services également de la direction de la mobilité. Nous travaillons avec la région sur un corridor hydrogène. Donc, l'idée, c'est de permettre aux transports poids lourds et frigorifiques d'avoir un réseau de stations le long des principaux axes routiers régionaux. Mais en fait, c'est un projet européen et on est d'ailleurs soutenu par la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement sur le sujet. Nous avons également le projet HyPort, donc c'est un projet sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac qui sera mis en service cette année avec un écosystème, donc production, distribution, usage sur la zone aéroportuaire. Et demain, quand vous prendrez l'avion à Toulouse, ben, vous pourrez utiliser les navettes hydrogène qui seront déployées. IDOC, donc c'est un projet d'usine, c'est la photographie que je vous ai montrée tout à l'heure, d'usine de production. Donc là, on parle d'une production de 50 mégawatts, quand sur iPort, c'est 1 mégawatt. Donc vous voyez le passage à l'échelle, on multiplie par 50 pour produire un hydrogène massif et compétitif. Genvia, c'est une entreprise qui est issue donc, du CEA et de Schlumberger, avec d'autres partenaires financiers, et qui va implanter une gigafactory pour produire des électrolyseurs à haut rendement sur Béziers. Donc, la question tout à l'heure du rendement, vous voyez, avec des technologies comme celle développée par Genvia, qui est une technologie d'électrolyse solide oxyde, à haute température, on peut atteindre des rendements dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec de la chaleur fatale, de près de 90% de rendement. Et enfin, dernier projet soutenu par la région, c'est le Technocampus à Francazal. Donc, c'est la réunion de 4 laboratoires, des moyens d'essai pour des industriels et une plateforme de formation sur Toulouse. Tout ça, Est-ce c'est que des le projets. train, on a Vas-y. une question si le train Toulouse-Luchon existe déjà ou si c'est un projet. Non, 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 non. Aujourd'hui, le seul train hydrogène en fonctionnement, il est en Basse-Saxe, en Allemagne. C'est pas le même train en fait qu'on va utiliser parce que nous, il est capable, c'est un train bimode, il sera capable de fonctionner sur des lignes électrifiées et des lignes non électrifiées, donc de switcher entre les 2 modes. Et aujourd'hui, il est en développement chez Alstom. Il y a 4 régions qui se sont mis ensemble pour faire une commande groupée, ce qui permet à Alstom de développer
de développer cette technologie. Et nous, on prévoit donc une mise en service plutôt pour des essais courant 2024 et une mise en service commerciale du train en 2025. Donc, c'est quelque chose qui prend pas mal de Ok. temps. Mais en tout cas, voilà, au moins, vous avez une idée du pas de temps. Voilà, avant le Euh, TGV. et alors, ça n'a pas trop de sens sur le TGV parce que le TGV fonctionne déjà sur des lignes électrifiées. Donc, D'accord, il y a un lien direct avec un câble électrique. Là, le train hydrogène, il fait sens uniquement sur les lignes où il n'y a pas de câble électrique, donc où on n'est pas capable de fonctionner avec de l'électricité et où aujourd'hui on fonctionne d'accord, avec des trains diesel. Donc, l'hydrogène va se substituer au diesel. bien sûr, ouais. Voilà. Tous ces projets, si ça vous intéresse, je vous invite à faire quelques recherches, hein. Vous voyez les titres, voilà, vous trouverez largement de quoi alimenter vos recherches sur Internet. Voilà quelques exemples d'acteurs qui sont présents en Occitanie. Alstom, qui développe à Tarbes les motrices hydrogène des trains. Donc, c'est pas pour rien qu'on s'engage dedans. Safra, qui développe à Albi une gamme de bus à hydrogène. Nexeia, donc basé à Toulouse, mais qui implante une usine dans le Gers à Cologne pour développer des systèmes de stockage d'hydrogène pour containeriser. Bosch à Rodez qui développe un système de transport frigorifique, donc un groupe frigo pour le transport de produits frais qui fonctionne à l'hydrogène. Genvia, j'en ai parlé tout à l'heure à Béziers. Et enfin, l'industrie aéronautique qui développe l'avion de demain. Alors, c'est des acteurs de différentes tailles, hein. Il y a les grands groupes industriels, mais il y a aussi des PME, des startups qui développent soit des équipements, soit des avions légers. Je vais très rapidement, mais sachez que voilà, on a une communauté assez fournie, hein, d'acteurs qui sont impliqués, impliqués dans l'hydrogène et implantés en Occitanie. Au total, c'est plus de 80 acteurs et on a un annuaire, je pense que ça pourra faire l'objet d'un mail de remerciement à la suite de ce webinaire. Mais en tout cas, on a un annuaire qui est en ligne sur la page internet d'IDEO. Et si vous voulez le consulter, chacun de ces logos fait l'objet d'une fiche avec contact, activité, etc. Et vous pourrez un peu voir les différents acteurs et ça vous permettra, si vous avez des projets dans ce domaine, de nouer quelques contacts. Et enfin, comme promis, la cartographie des projets, donc répartis par département et avec un code couleur qui reprend donc en bleu les projets où on va avoir des industriels qui développent et industrialisent des technologies hydrogène, ceux que je vous ai cités précédemment. En orange, les infrastructures de production, de distribution d'hydrogène, et en vert, là où on va avoir une décarbonation d'un usage. Donc ça peut être les camions dans le cadre du corridor, la drague, les trains, etc. Donc voilà la cartographie pour vous donner une idée. Vous voyez, en gros, si vous voulez, je crois que la question elle a été posée tout à l'heure sur les stations. Donc en gros, dans chaque département, vous avez en orange les stations qui sont soit déjà déployées, soit en cours de déploiement. Je n'ai pas mis un code couleur pour vous dire lesquelles sont déjà déployées, mais je peux vous les dire. Vous avez à Albi une station sur le circuit. En Ariège, c'est celle que je vous ai montrée en photo, mais elle est de petite taille, tout comme Albi. Et on en a une qui est déjà en service côté de l'Aveyron, à Aunay-le-Château, donc sur le site de l'entreprise Braley, donc avec des capacités, je crois, de l'ordre de 150 kg d'hydrogène de production par jour, voilà, que vous pouvez visiter. Et puis la prochaine qui sera mise en service, celle de Toulouse-Blagnac. Et viendront ensuite toutes les autres, hein. Toutes celles que vous voyez ici sont des stations qui ont vocation à être mises en service d'ici 2024. Donc en gros, dans les 2 prochaines années, tout ce réseau sera bien actif. Voilà pour les projets. Alors si j'en ai oublié, je m'en excuse, mais ce sont les projets qui ont fait l'objet de communication officielle. Donc l'idée aussi, c'est de ne pas trahir des projets qui soient confidentiels. Sachez qu'il y en a d'autres et on se rend compte, c'est peut-être une leçon de l'hydrogène, c'est que c'est pas la mainmise des métropoles. Et en fait, on se rend compte que c'est un sujet qui va concerner l'ensemble des territoires. Et c'est même un objectif de notre stratégie, c'est de mailler l'ensemble du territoire et que ça puisse profiter à l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Voilà pour ma présentation et je Bien, suis ouvert merci évidemment Benjamin. à vos questions. Alors, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que juste on peut prendre une question si vous voulez, puis ensuite on va enchaîner la présentation de Jean-Maurice, et puis après il y aura un temps aussi pour les questions en fin de visio. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole là pour une question? Ou on enchaîne? Oui, bonjour. Allez-y, Yann.
Alors, moi, j'ai une question, c'est en termes de potentiel hydrogène. Donc, peut-être que vous avez déjà abordé le sujet, mais est-ce que le potentiel de tonnes d'hydrogène qui pourrait être consommé au sein de la région a déjà été chiffré? Non, on n'a pas. Alors, moi, j'ai effectivement dans le scénario REPOS, donc région à énergie positive, qui est vraiment la stratégie énergétique climatique de la région. Donc, l'idée, c'est d'être un territoire qui produit autant d'énergie qu'elle ne consomme, pour ses besoins internes, bien sûr, hein. Et là-dedans, effectivement, il y a une projection uniquement sur la mobilité, où on estime le besoin pour couvrir les besoins de mobilité hydrogène à 5 TWh d'énergie pour couvrir les besoins de la mobilité, ce qui serait en gros capable de couvrir un tiers des besoins de mobilité en région. Donc nous, on croit en un mix de solutions, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, et puis en plus, je vous l'ai dit, hein, l'hydrogène, il a beaucoup de qualités, il a aussi quelques défauts, dont son efficacité énergétique et la complexité finalement de la chaîne hydrogène à mettre en place. Donc en gros, on croit en un mix de solutions qui combinent batterie, bio-GNV et hydrogène, qui tous les trois seraient capables de couvrir un tiers, en gros, hein, je vulgarise à fond, mais qui couvrait un tiers des besoins en mobilité d'Occitanie pour se substituer quasi totalement aux carburants fossiles classiques. Voilà pour, on ne pense pas qu'une solution soit possible parce que les ressources en énergie sont limitées et parfois, et c'est le cas de la batterie, elle ne va pas pouvoir couvrir tous les usages. Donc, on croit en un mix de solutions. Voilà. D'accord. Mais voilà, je n'ai pas Ju- le chiffrage en tonnes d'hydrogène, mais en capacité, en tout cas en quantité d'énergie, c'est 5 TWh, ouais, pour la seule mobilité, hein. Là, Merci. je ne mets pas les carburants de synthèse, l'industrie, le bâtiment aussi, qui est quelque chose qui est à Oui. développer encore. Voilà. Ok. Merci, Benjamin. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne avec la présentation donc, de Jean-Maurice Gimet, que je vais vous partager, puisque donc, il est avec nous dans un planning très chargé. Donc, il est par téléphone. Et donc, je vais vous partager sa présentation. Est-ce que c'est bon pour l'écran? Oui, moi je peux le voir, c'est bon. Ouais, allez, super. Cool. Jean-Maurice, je te laisse te présenter et puis je passe les slides. Très bien. Oui, donc bonjour, je suis Jean-Maurice Gimet, je suis responsable exploitation maintenance chez Ainamix. Ainamix, c'est comme ça a été dit, c'est une filiale 100% du groupe EDF qui a été créée en avril 2019, qui a pour ambition d'être producteur et commercialisateur d'hydrogène bas carbone et renouvelable. Aujourd'hui, on compte à peu près une cinquantaine, un petit peu plus de personnes en France et une dizaine de personnes en Allemagne. On souhaite rayonner en fait au travers du groupe EDF et entre autres de nos filiales comme EDF Renouvelable. On a compris que l'enjeu du sourcing énergétique était important sur 8 pays dans le monde et on vise deux types j'allais dire de clients qui sont essentiellement donc, la mobilité, comme ça a été très justement présenté, et aussi l'industrie, où on retrouvera des besoins beaucoup plus importants, effectivement, en termes de taille et de puissance qu'aujourd'hui dans la mobilité. Non, je vais essayer de faire un focus sur la place du numérique dans la filière hydrogène. Euh, du coup, donc, dans notre filiale, ce que j'ai voulu illustrer sur cette slide, c'est que on a un ensemble de divisions, hein, comme dans les petites et moyennes entreprises, qui contribuent au développement, à l'ingénierie, la réalisation et l'exploitation maintenance des projets hydrogène. À savoir qu'aujourd'hui, on a un projet hydrogène, j'aurais pu le préciser, en exploitation à Auxerre, qui produit 400 kg d'hydrogène par jour et qui distribue l'hydrogène en fait aux bus de la ville d'Auxerre. Puis on a un autre site qui est une plateforme R&D sur laquelle on teste différents types d'électrolyseurs. Et notre prochaine station arrivera à Belfort en début d'année prochaine, plutôt premier trimestre 2023. Donc, ce que j'ai voulu montrer pour revenir sur cette slide, c'est que l'ensemble des acteurs en fait, au sein Dynamics ont tous besoin du numérique. Je parle de mes collègues de l'ingénierie qui ont besoin d'outils de conception assistée par ordinateur, des besoins d'outils bureautiques classiques. Je referai un détail un peu plus précis sur la partie exploitation-maintenance.
Et puis, on a tous nos autres collègues qui ont besoin des outils de gestion de documentaire, des outils de paye, de facturation, des ERP de manière générale. Donc voilà, pour dire que ne serait-ce que sans parler du focus métier, on a déjà besoin, pour couvrir nos besoins, de plusieurs outils. Si on passe à la slide suivante, je vais rentrer dans le métier de l'exploitation maintenance. Donc aujourd'hui, à Inamix, on se concentre un peu comme les producteurs éoliens et photovoltaïques sur une exploitation à distance de nos installations. L'objectif, c'est qu'elles soient le plus possible autonomes, au-delà des interventions de maintenance, de diagnostic qui nécessitent des personnes sur site. Donc, on a aujourd'hui un ensemble d'outils qui nous appuient et on voit les interfaces. Nous, pour faire notre travail, on a besoin d'avoir un sourcing optimisé d'énergie. Du coup, on développe des outils type Energy Management System, EMS, pour optimiser le coût de l'électricité et a fortiori du coût de l'hydrogène qu'on produit. Des outils de gestion de maintenance assistés par ordinateur pour gérer les interventions sur site, constituer du retour d'expérience, pouvoir suivre nos stocks de pièces en temps réel et les fournir aux intervenants sur site. Des outils installés directement au plus près des outils de production et de distribution pour l'aide à la décision, type Condition Monitoring System, sur de l'analyse de défaillance, de dérive de fonctionnement des équipements. On a au quotidien besoin de remontée d'informations de ces sites et de capacités de pilotage qui sont assurées par le SCADA, qui nous permet en fait de visualiser l'ensemble des alarmes, les mesures des sites, pouvoir prendre la main à distance pour pouvoir les mettre à l'arrêt ou les redémarrer lorsque c'est nécessaire. Il y a toute une interface au travers de ces SCADA avec les utilisateurs qu'on voit, que ce soit les industriels ou les gestionnaires de flotte de véhicules, pour leur donner accès à nos stations, pour leur permettre de recharger leurs véhicules de manière autonome. On peut aussi adapter en fait la capacité de distribution aux besoins d'un industriel. Ça fait partie de la flexibilité aujourd'hui d'avoir une approche décentralisée où nos sites sont au plus proche des besoins clients. Et puis, on parle d'exploitation et de support à distance. Et alors, on n'a pas encore mis ça en place, mais on y réfléchit avec la réalité augmentée, où elle peut être un support en fait pour nos opérateurs de conduite ou nos ingénieurs dans nos bureaux pour assister des équipes de maintenance sur site. Je crois qu'il y avait une question, mais je ne les vois pas. Hop. Alors, il y avait une, il y a une question qui est plutôt pour Benjamin, je pense qu'on la posera après. Et puis ensuite, bonjour, développez-vous vous-même votre propre EMS logiciel, propriétaire ou du commerce? Oui, c'est une bonne question parce que on a fait la sélection en fait cette semaine. Donc, ça va être un développement conjoint avec un industriel qui a déjà une solution sur étagère, mais qui n'est pas orientée hydrogène. Donc, on va travailler avec lui en partenariat pour l'adapter aux besoins de l'hydrogène et aux modes de pilotage qui vont nous intéresser, qui peuvent être soit des modes de pilotage, c'est-à-dire pour privilégier les coûts de l'hydrogène en termes de coûts de production, soit privilégier le stockage d'hydrogène. Donc l'EMS, il va pouvoir s'adapter aussi à un contrôle du vieillissement de l'électrolyseur, par exemple. Donc on a défini nos besoins, mais on le développe avec un industriel, et d'où l'intérêt d'avoir une plateforme d'essai sur l'un de nos sites R&D d'EDF pour pouvoir justement tester cet outil qui sera opérationnel d'ici à septembre et qui va être important pour les projets, surtout en industrie, mais il va aussi pouvoir faire du sens dans les projets mobilité. Voilà. Merci pour cette réponse. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, ce que j'ai voulu montrer après, c'est
justement, en fait, les outils en fait, d'un opérateur de conduite et des ingénieurs qui interviennent sur nos sites au sein de mon équipe. Aujourd'hui, donc, pour garantir en fait la remontée des données, les capacités de conduite à distance des actifs, donner aussi un accès aux constructeurs qui nous fournissent les électrolyseurs, compresseurs, équipements de distribution. On a mis en place un réseau entièrement sécurisé. Bon, vous voyez les couleurs orange des encadrés. Alors, c'est effectivement avec la société Orange et ses différentes filiales qu'on a mis en place ce réseau qui nous garantit en fait surtout performance et cybersécurité. Donc voilà, c'est le premier, j'allais dire, la première clé de voûte de nos sites et de l'accès en fait à ces sites, aussi bien pour garantir une sécurité sur les données qui sont acquises et puis une sécurité sur les consignes et commandes qu'on peut envoyer à distance ou les outils de diagnostic dont j'ai parlé précédemment. Je ne rentre pas forcément plus dans le détail, mais vous retrouvez en fait les 2 sites dont j'ai parlé aujourd'hui. C'est un schéma à date qui est assez simplifié, mais qui va s'étoffer avec l'arrivée des futurs projets. Du coup, sur la partie SCADA, donc là, c'est pareil, comme l'EMS, s'il y a la même question, on a été chercher une solution, enfin, on a évalué plusieurs solutions sur le marché, on a pris une solution existante. La photo à droite, elle est pas contractuelle, j'allais dire, elle ne représente pas en fait le SCADA qui est en place volontairement, mais on a du coup customisé un outil qu'on utilise au quotidien, au travers duquel on gère les alarmes, on crée des tickets ou des ordres de travaux, on peut contrôler nos installations à distance, surveiller leur vieillissement, leur performance, calculer des indicateurs de performance, générer des rapports à pas mensuels pour nos différents utilisateurs et vérifier qu'on répond bien à nos engagements contractuels. On greffe aussi à ce SCADA du coup des outils de maintenance prédictive dont je parlais précédemment, soit très simple avec de la surveillance de paramètres et de seuils qu'on surveille, j'allais dire, par anticipation de l'apparition d'une alarme ou d'un défaut, et puis du prédictif un peu plus pointu. Et puis, je parle d'optimisation du programme de fonctionnement de l'électrolyseur, mais pas que, aussi des stockages. Ça, c'est plutôt l'EMS qui, du coup, est en cours de développement. Donc, on voit que pour un opérateur de conduite ou les équipes d'exploitation maintenance, le digital, il est indissociable, en fait, de nos installations. Et on s'en sert, du coup, au quotidien et puis à pas mensuel aussi. Du coup, on va le voir dans la slide suivante pour avoir un lien avec nos clients, surtout sur la mobilité, leur donner de la visibilité sur leur consommation et pouvoir les facturer. Du coup, là, j'ai volontairement mis en avant Fill and Drive, société qui est plutôt très bien connue, je pense, sur le territoire français, pour proposer une solution en fait d'interface entre la pompe à hydrogène, ou appelée le dispenser, et les véhicules hydrogène. Cette solution, elle permet d'identifier en fait les véhicules, leur autoriser l'accès à la station avec de l'ouverture de barrières, autoriser les recharges, suivi de la consommation de l'ensemble des véhicules qui ont accès à cette station. Et ça permet du coup de donner un accès à un type portail web aux utilisateurs. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas avoir accès à l'information, à la donnée. Donc, on a fait le choix d'utiliser cette solution. Et dans la case opérateur, il n'y a pas que l'opérateur Dynamics, mais il y a aussi l'opérateur et gestionnaire de flotte de véhicules du coup, qui récupère ces données, un certain nombre d'infos. On en a un peu plus, mais ça permet de connaître la disponibilité de la station, suivre les performances de la station, et puis pour nous, utiliser des API pour facturer en fait les clients à temps mensuel.
J'ai eu une question, je crois, sur l'utilisation d'IoT. J'ai juste vu ça passer. Non, aujourd'hui, on n'utilise pas, on y réfléchit, mais pour un tout autre sujet, à l'IoT. C'est plutôt sur, même si on est sur une approche de production décentralisée, donc où on veut éviter au maximum le transport de l'hydrogène et le mettre à disposition localement pour nos clients, que ce soit dans l'industrie ou la mobilité. On parlait d'écosystèmes précédemment. Et effectivement, dans ce cadre de ces écosystèmes, il faut pouvoir envisager de le transporter, cet hydrogène. Et là, on réfléchit à effectivement utiliser de l'IoT, des capteurs pour suivre les contenants hydrogène. Mais sur les installations à proprement parler, on n'utilise pas d'IoT. Hein. Je ne sais pas si c'était l'objet Oui, de la c'était la question. question. Hein. Utilisez-vous des IoT? Vous êtes tout un filaire et si oui, quel réseau? Ouais, alors effectivement, on est essentiellement en filaire avec de la donnée qu'on remonte via différents protocoles de communication. Non, je pense que le choix de l'IoT, il va avoir du sens peut-être sur d'autres applications, mais aujourd'hui, on est resté sur une approche assez classique d'acquisition de la donnée sur site et de la remontée d'informations et de la redescente de commandes, comme on peut retrouver dans d'autres domaines. Ok. Voilà, j'avais... Est-ce Oui, alors, que... en Alors, termes il y a de encore une question. cybersécurité, en termes de cybersécurité, oui, je les vois défiler en bandeau sur mon téléphone portable. En termes de cybersécurité, je ne suis pas rentré dans le détail, mais sur le slide numéro 3, où on voyait en fait l'architecture réseau industriel qu'on a mis en place au sein d'Dynamics. Aujourd'hui, c'est une solution qui a été complètement approuvée par le groupe EDF. Pour nous, c'était un point important de s'inscrire en fait dans ce qu'on appelle le closier sécurité du groupe EDF pour anticiper en fait une augmentation du nombre de sites et du coup du nombre de mégawatts ou dans plusieurs années de gigawatts en exploitation. Et donc oui, cette solution, elle a été validée en termes de cybersécurité par le groupe. Et pour ce faire, du coup, je parlais des instances d'Orange et des filiales d'Orange qui nous ont accompagnés. Il y a entre autres OCD, Orange Cyberdéfense, qui garantit en fait une réponse aux attentes du groupe EDF et donc Dynamics en termes de cybersécurité. Et on respecte bien l'ISO 27001, entre autres. Voilà. Et c'est un point clé. On parle de cybersécurité, mais il y a aussi les notions de RGPD, de données à caractère. On est sur des installations, on parlait avec les véhicules où on traite de la donnée. Et du coup, le réseau, le traitement de cette donnée, tout est lié. Et il y a aussi une grosse contrainte qui est imposée par les gestionnaires de flotte, mais qu'on s'est imposé avant même de faire nos premières stations. Et donc, on répond aux clauses RGPD attendues par nos clients, entre autres. Merci Jean-Maurice. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur son intervention? Non? Alors, il y avait des questions dans le chat. Alors, je pense qu'elles s'adressent plus à Benjamin. On va les reprendre. Est-ce que, suite à ta présentation, Benjamin, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux appels à projets en Occitanie en 2022 pour le développement de projets autour de l'hydrogène? Alors, oui, mais pas sous la même forme que ce qu'on a fait jusque-là. Donc, on a pour souhait de répéter les appels à projets écosystème hydrogène. Alors, auparavant, il y avait pour obligation de proposer conjointement une solution de production, de distribution et d'usage. Et là, sur les prochaines vagues, on va se concentrer essentiellement sur l'usage, qui aujourd'hui drive finalement le développement de cette filière et vient à manquer. On n'a que trop de projets finalement qui proposent des solutions de production-distribution, mais pas assez d'usage pour assurer un modèle économique viable. Donc, en gros, on va concentrer nos efforts sur la recherche d'usage. Voilà ce qui va arriver. Sachez également que sur le volet production-distribution, l'ADEME devrait renouveler ses appels à projets dans l'année. Alors, vous devez être au courant qu'il
y a des échéances électorales à venir, donc je ne pense pas que ça se fera avant ces échéances. Et si on compte sur un renouvellement des équipes, etc., voilà, il faut plutôt compter sur l'automne pour la publication de ce type d'appel à projets. Et ce sont des appels à projets qu'on co-instruit région avec l'ADEME. Donc, ils sont, entre guillemets, régionalisés, parce que c'est toujours l'ADEME qui a la main dessus, mais en tout cas, les régions sont impliquées dans leur instruction. Voilà. Donc, on a, côté région, un focus sur les usages, et côté ADEME, un renouvellement qui sera à venir plutôt en fin d'année. Ok, eh bien, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est bientôt à la fin du temps et je voudrais laisser en fin de séance la parole à mes collègues pour vous parler de la prochaine saison de Digitalis Future où on va aussi beaucoup parler d'hydrogène. Donc peut-être que je peux prendre une autre question avant ça, s'il y en a. Bon, et bien alors, Anaïs, je vois que tu as allumé ta caméra, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. C'était un super focus hydrogène et il y a eu pas mal de connexions avec la prochaine saison sur Digitalis Future. Et donc, la prochaine saison sera sur les transports et la mobilité. Et on va se concentrer exclusivement sur le transport terrestre. Et il y aura pas mal de sujets donc, qui seront, je pense, en collaboration avec ce qui a été dit sur tout ce qui était énergie et sur l'hydrogène. Donc, la saison commence le 23 mars par la conférence de presse. Voilà, à partir de 9h30 et tout est sur la plateforme. Voilà, merci en tout cas pour ces 7 minutes avec vous. Merci Anaïs. Donc voilà, si le sujet des mobilités vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette conférence de presse qui vous annoncera tout le programme pendant 3 mois de Digitalis Future, saison transport et mobilité. Mais il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs, dames, pour votre attention, pour vos questions, spécialement nos intervenants pour vos interventions de qualité. Et encore une fois, donc, ce focus a été enregistré et sera disponible dans quelques jours sur notre site digital-is-future.digital113.fr. N'hésitez pas donc à le regarder et à regarder aussi tous les autres formats qui vont être enregistrés. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à très bientôt.